approche de Noël et aujourd'hui je crois que vous allez bien sûr vous présenter, mais vous allez nous parler de la table des 13 desserts, c'est ça? C'est presque ça. Ah. Je dirais que les 13 desserts, c'est peut-être ce qui marque le plus actuellement les esprits dans le sens moderne, presque touristique dirais-je. Mais ce que nous avons essayé de nous préparer avec les Regina del Bureau, c'est l'ensemble du repas traditionnel à peu près qui se pratiquait le soir de Noël. Noël se disant en provençal Nouvet ou Calende, selon la répartition du temps calendaire, nous l'appelons la taula calendale, la table de Noël. C'est donc l'ensemble, c'est-à-dire la partie salée et la partie sucrée, dont entre autres, mais nous verrons que peut-être on ne compte pas de la même façon que vous pour arriver jusqu'à 13, mais ça ce sont les mathématiques les plus récentes. On parle justement d'avoir un aspect ludique dans l'enseignement des mathématiques. Absolument. Et on commencera ce soir. C'est l'actualité. Voilà. Donc ce soir c'est la table calendale qu'on a essayé de faire par anticipation, on peut quand même le dire. Voilà, parce que devrait se trouver sur la table calendale, entre autres, le blé de Sainte-Barbe, mais qui malheureusement n'a été semé, je dois le dire, qu'hier, le 4. Donc ce blé, il est donné et semé par les enfants. Pendant 3 semaines, ce sont les enfants qui veillent sur lui, qui lui donnent à boire, qui lui donnent de la lumière, qui le tiennent à la chaleur. Mais on ne va pas le jeter, car le cycle de Noël commence effectivement avec l'Avent, avec donc les semailles du blé le 4 décembre, mais ne va s'arrêter que le 2 février, le jour de Chandeleur, Candelouze, Chandeleur, le jour où vous faites sauter les crêpes avec des œufs. C'est le même symbole, c'est un soleil qui monte. Tout comme on a le pain qui est aussi un symbole du Christ, ça en est un autre. Alors Claudette, on est devant une bien jolie table, mais dites-moi, parlez-moi un petit peu des nappes, des serviettes, c'est j'imagine de votre famille ou en tout cas d'époque. Ah tout à fait. Quelle époque? Eh bien ça c'est la fin 19e et nous avions bien sûr à cette époque-là et encore peut-être certains qui pensaient à broder, mais c'était les jeunes filles qui brodaient leurs trousseaux. Alors une nappe qui vient de la famille côté maman, une qui vient côté papa et l'autre côté de mon époux. Et ce sont toutes des damassés et blancs, parce oui, qu'à cette époque-là, on ne faisait pas de la couleur. Donc on remonte les générations qui continuent à participer de cette nuit de Noël, car la nuit de Noël était une nuit de fête familiale, interne, où on retrouve les anciens, même s'ils ne sont plus là, ils y sont aussi quelque part d'une façon ou d'une autre. Bien sûr. Tellement que le soir, quand on partira, la bonne maîtresse de maison qui autrefois ôtait le couvert va le laisser avec ce qu'il y a sur la table, afin que les petits esprits, les spiritus, les grippetus viennent et qu'ils puissent se nourrir eux aussi. Mais il faut les bons esprits des manes de nos ancêtres, pas les méchants. Alors elles font quelque chose, les mères de famille, avant de se coucher, elles soulèvent les coins de la table, ou elles les nouent, ou bien elles les remontent, et comme ça, de tous les coins. Et comme ça, on est sûr que pendant la nuit, eh bien, ils ne grimperont pas les mauvais esprits pour venir se servir à la place de nos aïeux. Voilà. D'accord, d'accord. Alors, que faisait-on? La première chose, cette fameuse soirée du 24 décembre. Il faut bien se dire une chose, on ne préparait avec la maîtresse de maison et s'il y avait des autres femmes, des personnes de la maison, un repas qu'on appelait le gros soupa, le gros souper. Car en Provence, on mangeait la soupe et on employait, comme dans l'ancien français, le souper pour le soir, le dîner à midi et le déjeuner pour le petit déjeuner. Voilà. Donc on avait les nappes, on sortait ce qu'on avait de plus beau ce jour-là. Et on mangeait maigre, parce qu'on est encore en période de jeûne, on est en période de vigile. Et la viande ne se mangera que le 25 à midi. Et en temps ordinaire, dans les maisons, il y avait un caléo, c'est-à-dire la lampe à huile, qui éclairait, mais d'une façon très, très minime. Hein. Et les bougies blanches, c'était des bougies de luxe. Donc ce soir-là, on sortait les 3 bougies de luxe qu'on allait éclairer et qui allaient donc illuminer la table. Et on disait que la bougie, si jamais on voyait
la partie de la mèche se tournait vers quelqu'un plus particulièrement, parce qu'on est quand même aussi très superstitieux, même si on est chrétien, hein, et même chrétien catholique. Donc on disait que ça portait malheur. Alors on faisait très attention. C'est là, elle penche déjà, hein, Oui, c'est vers moi. C'est sûr, ça va être vers moi. Voilà. Donc nous avons là les 3 bougies qui évoquent aussi la Trinité. Tout ceci évoque le passé, le présent, l'avenir et la Sainte Trinité par la suite. Sur la table, on a déposé certaines choses. Mais il y a quelque chose que je ne peux pas vous montrer chez moi, et j'en suis navrée, je n'ai pas de cheminée. Or, c'est par ceci qu'on va commencer. Le soir de Noël, l'aïeul et le plus jeune de la famille allaient chercher une belle bûche de bois d'arbre fruitier qui avait été coupée par la famille et qu'on avait gardé au sec. Bien sûr, on ne tuait pas un arbre, jamais. Ni un poirier, ni un cerisier, ni un pommier. Mais il y en avait qui étaient bien vieux ou bien qui avaient été malades, alors on l'avait gardé et fait sécher. Il fallait bien le respecter, ne pas s'asseoir dessus. Sinon, on avait des furoncles aux fesses. Et solennellement, dans cette cheminée qui ne s'arrêtait jamais de toute l'année, pendant 365 jours, la mère veillait, elle était la vestale, parce qu'on avait besoin d'eau chaude quand même. On faisait quand même la soupe, même en été aussi. Puis il fallait de l'eau pour tout. Donc la cheminée, chaque jour, était allumée le matin. Et ce soir-là, on va faire symboliquement, avec cette bûche, un raccourci de l'existence, avec l'ancêtre et le plus jeune. Tout comme dans le bois circule la sève, circule le sang des générations. Et le grand-père, et ici à l'arrière-grand-père, c'était encore mieux, et l'enfant, vont faire 3 fois le tour de la table, ou même de la maison. Ce sont des cercles magiques très païens qui existaient, même dans certaines églises, ça se faisait, où les hommes sortaient et faisaient 3 cercles, qui sont des cercles de protection pour l'ensemble de la maisonnée. Et puis cette bûche, on allait la poser sur le feu, on écrasait le feu de l'année pour commencer une nouvelle année. Car, je vais vous en parler après, et vous le savez, le fort gros symbole de Noël, c'est que c'est la fête païenne par excellence, c'est la fête du soleil. C'est une fête solaire, c'est la fête du solstice qui s'est déplacée de 2 ou 3 jours, calquée au IVe siècle, hein, sous le pape Libérius, la position de la naissance du Christ, qui est dans le même symbole de lumière que ce soleil qui va revenir. Donc, on écrase le feu. En provençal, écraser, ça se dit caccia. Quand on mange les olives cacciate, c'est les olives cassées. Et le feu, c'est le fio. Et quand on écrase, c'est le caccio-feu, selon où on est. On écrase l'année qui s'achève pour commencer une nouvelle année. Et à ce moment-là, l'aïeul prend le vin, le meilleur vin qui était le vin cuit de Noël. Ce vin cuit, c'était une spécialité entre autres d'Aix-en-Provence, à Palette en particulier, ou bien ici, il y en a encore qui en font près de chez nous, etc. Qui était un vin de fête, un vin d'honneur, ou des ratafias, ou le meilleur vin. Si on n'était pas assez riche, bon, ben, on mettait quand même un bon vin, une bonne clairette. Et il allait faire une bénédiction sur la bûche. Il fait 3 giclées du vin dessus. Encore les 3. Que vous retrouvez, vous voyez? On est bon au matin. Et il prononçait une sorte de prière rituelle qui a 2 faces. Puisqu'à un moment, il dit « Allegre, allegre, calent de vin, tout ben vin, Dieu nous fague la grâce de veire l'an que vin, et se nunciam pas mai, dogmen, fugem pas mai. » Ça, tout le monde pour connaît la fin. Allégresse, allégresse, que notre Seigneur nous donne l'allégresse et la joie. Noël arrive, tout arrive bien, et qu'il nous fasse la grâce de voir l'année qui arrive. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mort, au moins des naissances, ce serait encore mieux. Mais on oublie qu'il y avait un volet où l'ancêtre disait, il demandait « Oh, fio sacra », il s'adressait au feu. Hein, c'est comme dans des rituels qu'on trouve dans d'autres religions. Le feu était un dieu. Claudette, dites-moi, ce pain et tous ces petits pains, là aussi, est-ce qu'il y a une symbolique? Ah, absolument. Alors, vous voyez, on voit la christianisation qui s'est opérée. Ce pain va donc représenter rituellement
le Christ, puisqu'il le dit lui-même. Et c'est la scène avant la mort et les 12 apôtres autour. Voilà. Alors l'ancêtre va... Vous savez que le pain était quand même la base de nourriture. On mangeait peu de viande. La viande était un condiment d'accompagnement, mais pas comme maintenant. On a mangé le dimanche et encore. Il va prendre le pain. Le pain, il le signe. Parce que si ce n'est pas du pain signé, ou si le pain est à l'inverse, c'est le pain du bourreau d'ailleurs, ça a porté malheur. Et il va prendre une première part. Cette première part, alors je suis désolée parce que j'ai peur de ne pas arriver. Il rompait le pain, il ne le coupait pas, ça y est, j'y arrive. Voilà, le beau pain bi. Et la première part, elle est réservée au couvert supplémentaire qui était toujours posé sur la table. On disait l'assiette du pauvre, c'est-à-dire de celui qui était pauvre peut-être d'argent, mais pauvre d'affection, d'amour, à qui la porte était toujours ouverte et qui pouvait venir n'importe quand frapper, en particulier ce soir-là. Donc la première part, elle est pour lui. D'accord. Après, on allait penser à ceux qui sont oubliés, c'est-à-dire les animaux. Or, n'oublions pas qu'avant d'avoir des tracteurs, la traction était surtout animale. Alors on allait porter un bout au cheval, au mulet ou à la mule. On emportait un peu aux animaux représentatifs de la vie de la maison. Voilà. Et puis bien sûr, on en mangeait. Mais on en gardait un morceau qu'on gardait précieusement, qu'on mettait dans un joli papier et qu'on faisait sécher, qu'on mettait dans l'armoire. Et il gardait toute l'année. Alors je ne vous mens pas, je vois mon armoire. Ah, effectivement. J'ai gardé de l'an dernier un de mes petits pains. Ah. Il est dur, hein? Oui. On ne le mettait jamais dans du plastique. Je confirme. Voilà, c'était un des petits pains de l'an dernier. Et jusqu'à l'an prochain, je vais le laisser là, enfin jusqu'à au 24, 25, où j'aurai... Voilà. Donc vous voyez, les traditions étaient gardées. De même que de la bûche de Noël, on ne la brûlait pas le soir même. On la retirait et tous les jours, jusqu'à arriver une semaine après, 7 jours, donc au 1er janvier, pour en brûler un petit peu. D'accord. Et on conservait des tisons qui refroidissaient, des charbons, qui eux aussi avaient des vertus propitiatoires. On les gardait et ils servaient à protéger la maison de la foudre avec les gros orages. Et on prenait un peu de cendre, car ces cendres aussi avaient une valeur. Et on les mélangeait avec les onguents qu'on préparait pour soigner, y compris les animaux, parce qu'on n'allait pas chez le vétérinaire tous les jours non plus. On soignait aussi bien les êtres humains que les animaux avec. Donc c'était un rôle magique une fois de plus. Voilà. Et autour de ces pains, vous avez remarqué, donc bien sûr les 3 bougies blanches, mais vous avez remarqué ceci. Le hou. Alors, désolé, mais il n'y avait pas de petit hou, celui qu'on appelle le ver buissé qui fait la grosse boule rouge, donc on en a mis un autre. Théoriquement, c'est le petit hou. Et ce petit hou nous rappelle, avec ses boules et son piquant, je vous l'ai dit, on va de la naissance à la mort du Christ aussi. Les stigmates et le sang qui coule, voilà. Alors, je vous ai présenté ici donc le fameux vin cuit, le Divineitar de Calenda, le pan calendau, le pain calendau et les douze picciu panum, mais il y a quelque chose qui ne se mange pas. C'est ceci. Alors ça m'étonne que vous ne l'ayez pas regardé. Vous connaissez-vous? Alors ceci, c'est la rose de Jéricho qu'on met sur la table. Et alors celle-ci, je dois le dire, je l'ai rapportée réellement de Jéricho. Ah oui, oui, elle en vient directement, elle vient de là-bas. C'est comme une plante, comme une forme de lichen un petit peu qui pousse dans les déserts. Quand elle a de l'eau, vous voyez, elle était toute rabougrie comme ça. Et elle reprend vie. Voilà, elle s'ouvre et elle libère des graines. Ah oui, d'accord. Et il en reste encore un petit peu, mais enfin, depuis quelques années, elle commence à perdre ses graines. Et qui font des petites feuilles vertes, etc. Donc, pourquoi? Parce que Jéricho, c'est la terre de Christ. C'est la Palestine, c'est vrai. Et deuxièmement, elle est aussi très symbolique. Elle signifie la naissance humaine du Christ. Puisque sa mère lui donnera naissance comme n'importe quel enfant, il faut qu'elle s'ouvre. Or, la Vierge est appelée aussi la rose mystique dans la litanie. Donc, c'est la rose qui s'ouvre pour laisser passage à l'enfant. Et on la conserve, alors, la Mélanie de Noël,
puis on l'enlève, elle se sèche, elle se replie et on la range jusqu'à l'année d'après. On la range pendant l'année, sauf si dans la maison, il y a une des filles ou une belle fille qui va accoucher, et autrefois on accouchait à la maison, et quelquefois c'était un peu long, l'accouchement ne se passait pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On allait chercher la rose, on la mettait dans un petit plat et on l'arrosait, et on souhaitait que par mimétisme, à mesure que s'ouvrait la rose, le col de l'utérus puisse s'ouvrir, comme pour la Vierge Marie, et que l'enfant soit libéré. D'accord. Voilà. Claudette, comment ça se passait dans les familles où il n'y avait pas de rose de Jéricho? Eh bien, quelquefois, il n'y en avait pas, on n'en mettait pas, ce n'était pas dans toutes les familles. Mais on essayait, puis c'est vrai qu'il y avait des endroits, il faut bien aussi penser une chose. La tradition, selon où on était, elle était légèrement différente. Et les gens ne possédaient pas tous exactement les mêmes produits, parce qu'on ne va manger que les produits du pays. Oui. Alors, si on est dans la rue Briançon, on n'aura pas les mêmes produits qu'à Cassis, ou à Valréas, ou à Pertuis. Ouais. Alors, on mangeait les produits locaux, mais les plus beaux, ceux que l'on avait gardés. Alors, soit il y avait la soupe, pour commencer, et puis on passait aux céleris, l'anchoyade. Alors voilà, je vous ai fait de l'anchoyade tout à l'heure. Voilà. Ah oui, oui, je l'ai faite à l'huile d'olive, rassurez-vous. Et on mangeait obligatoirement du céleri ou de la carde, ou éventuellement un autre légume. Mais le céleri, il a une valeur double. Non seulement il est très bon, mais on disait qu'il avait lui aussi des vertus particulières pour communiquer avec les mânes des ancêtres disparus. Plus des vertus autres pour la virilité de ces messieurs, comme les huîtres. On disait qu'il fallait, tout comme on a parlé de 7 plats, les 7 plats sacrés du soir de Noël. À Pertuis, on a une tradition, ce sont les panés, les dirouilles. Alors, on pouvait les faire en sauce, on pouvait les faire, alors là, ils sont cuits mélangés avec un peu des carottes. Ça revient à la mode. Hein. Soit on peut les faire blanchir et puis après on les fait frire, c'est délicieux, c'est excellent. Alors le pané, ça c'est le gratin de chou-fleur, lui aussi. L'outian des coucous, alors on appelle en Provence gratin le contenant et le contenu, puisque c'est aussi bien l'objet qui le comporte que ce qu'il y a dedans. Alors ça c'était le gratin de couche, l'outian des coucourdes, l'outian des cauliflori, à cause de la sauce des cardes, la sauce, on peut les manger en sauce blanche, ou bien si on avait fait un coulis éventuellement avec une sauce à la tomate. Aquí est l'outian d'espinard, alors j'avais acheté, bien sûr, tout ça c'est du frais, hein, de l'épinard frais, mais il est tellement réduit, alors je l'ai haché, et d'ordinaire, nous on le mangeait, et mais les cacalao avec les escargots. Ah oui. Mais il y a eu beaucoup de pluie, mais je n'ai pas couru assez vite pour les rattraper, alors ils se sont sauvés, je n'ai pas pu mettre les escargots dedans. Puisque ce soir-là, on a, comme c'est un temps de jeûne, de vigile, pas le droit à la viande, mais on a droit aux œufs, on a droit à tous les légumes, on a droit aux poissons. Alors selon où on se trouve, on peut avoir du poisson frais, des crustacés, et puis il y en a un qu'on avait à peu près partout, on l'a vu déjà dans l'anchois, et puis la morue. Et là j'ai fini, là tout à l'heure, la sauce de poireau à la morue, il y a la morue dedans. Là j'ai la morue, ah, ça c'est bon bien sûr. Mais on pouvait aussi manger la sauce en morue, en brandade si on le voulait, ou bien même l'aioli. Certains mangeaient l'aioli, puisque c'était des légumes avec tout ça. Ça, ben, à mon avis, on doit arriver à peu près à 7. Hein. 1, 2, comptons là, 3, 4, 5, 6 et 7. Le compte est bon. Les fromages apparaissaient, souvent arrosés avec un peu d'huile d'olive, surtout sur les chèvres bien secs, c'était excellent. Et on accompagnait ça quand même avec du vin, du bon vin. Bien sûr, on ne va pas jusqu'à dire qu'il y avait 7 vins différents pour chaque plat, mais on sortait la bonne bouteille. On disait le vin tapa, c'est-à-dire le vin qui avait été scellé avec la cire, qu'on décachetait ce jour-là pour avoir, comme le lendemain, du bon vin, en plus du vin cuit. Alors voilà un petit peu la partie première du repas. Les gens parlaient des anciens, parfois selon leur religion, ils partaient à la messe de minuit, et s'ils ne l'avaient fait avant, ben, ils allaient manger les sucreries et les desserts. Les desserts, c'est important. Il faut d'abord bien penser qu'autrefois,
les enfants avaient fort peu de choses sucrées. Le sucre coûtait cher et il n'y en avait pas toujours dans la maison. Par contre, on pouvait avoir du miel, Voilà, on faisait du raisiné, les mères faisaient des confitures, de la pâte de couet, des choses qui pouvaient se garder parce qu'en hiver, il y avait fort peu de fruits. Or, quand on arrive à Noël, on a gardé ce qui est le plus beau et qui pouvait se conserver. C'est vrai qu'on n'allait pas manger les fraises et les pêches, hein. Il n'y avait pas tout ceci. Alors, on avait pu conserver et on mettait la tige dans l'eau, par exemple, les raisins. Le raisin pouvait se conserver, mais on va le retrouver après dans les fruits secs. On avait les poires, des poires d'hiver, les pommes. Mais ça va être le luxe qui arrivera après. Ma grand-mère me disait, elle avait une orange. C'était le Noël. Et encore de sa marraine. Et ça, ça c'est de mon jardin, c'est la miaugrane, la grenade. Qui est bourrée de vitamines. Avec les coins, puisque presque tous les champs étaient bordés par des cognaciers, on faisait la pâte de coin. Alors voilà, la pâte de coin de cette année. Elle est de cette année. Mais la confiture, je n'ai pas eu le temps de la faire. La méréville des nouvelles, c'est celle que j'ai faite, je l'avais faite l'an dernier pour Noël. Pour Noël, avec la grande pastèque verte marbrée, on appelle la méréville, la gingerine, le citre, là où c'est, voilà, ce qui revient au même. La confiture, celle-là, je l'ai faite avec un peu d'orange, donc, qui était une des confitures qu'on sortait vraiment à Noël. Après, on avait le melon qu'on avait gardé, le melon d'hiver, soit le vert qui est un peu bosselé, là, vert, allongé aussi, ou le melon jaune qu'on avait gardé. Il y avait quand même des incontournables. L'oujibassier, bien sec, bien dur, à l'huile d'olive qui pouvait avoir des grandes hélices. Ou celui qui est très souple, qui, comme son nom l'indique, est bien pousse. Voilà, la pompe à l'huile. Mais toujours les pâtisseries avec de l'huile d'olive, pas avec le beurre. L'autre chose qui se faisait dans les familles, c'était ceci. Le nougat noir avec le miel et les amandes, parce qu'il y avait des amandiers. Et ça se faisait en famille. Moi, jusqu'à l'autre année, je l'ai fait encore avec maman. Maintenant, cette année, je n'aurai pas le temps. L'autre, le nougat blanc, ne se faisait pratiquement pas dans les familles. Mais quand on allait chez le boulanger qu'on connaissait bien, souvent, pour faire un petit cadeau, il offrait une barre de nougat blanc à ses bons clients. Mais ce n'était pas pourquoi à la maison. Blanc? Parce qu'on ne met pas de miel comme ça. C'est mélangé avec du blanc d'œuf. Ah, et il faut le porter à un certain degré pour que ça puisse... Et il est plus souple. Oui. On n'était pas équipé pour peser le degré, etc. D'accord. Voilà. Après, les autres choses qui sont ici, ça c'est mon ami, notre secrétaire qui l'a réalisé. C'est une panade. Alors quand vous êtes dans la panade, oui, c'est bon. Hein. C'est la tarte à la pomme crue râpée. Et c'est très bon, avec les crasillons. Et ça nous vient ça du Nord Vaucluse. La panade, on la fait surtout dans le Nord Vaucluse. Parmi les autres fruits, il y a les fruits que l'on peut faire sécher. Alors vous les regardez tous, soit en général des fruits à coque. Donc, l'amande, voilà, les mendiants. noisettes, voilà, noisettes, noix, amandes, voilà. L'avellane, la noze et après la mêle qu'on retrouve ici. Après, on pouvait faire sécher des prunes. Ouais. Alors ça, c'est la prune dente qu'on appelle après par la suite pruneau. Mais on avait aussi les prunes jaunes dans la région de Brignoles, on les faisait sécher. Elles étaient toutes dorées, là, comme des abricots. On les appelait les pistoles d'ailleurs. Des raisins qu'on avait fait sécher. Des figues qu'on faisait sécher là sur les pics aussi et puis qu'on enfilait comme un collier. Et quand on regarde bien, eh bien, on va s'amuser. Vous les avez tous vus? Les ai-je tous cités? Je sens qu'il y a... Mais regardez ça. Hein? Souffler, c'est tricher. Hein? S'il y a une question, c'est que on ne les a pas tous cités. Alors, moi je ne sais pas. Je vous ai bien dit, on avait les productions locales. On pouvait échanger. Et voilà.
Donc la date n'est pas locale, mais pourtant elle doit toujours figurer sur la table calendale. Et bien sûr, ça a une raison, me direz-vous. On est toujours rattaché à quelque chose. Voilà. La date, parce que on dit, et je pense que vous avez un calendrier chez vous, vous pourrez vérifier, que lorsque l'enfant Jésus est né à Bethléem du Luberon, comme on dit dans la picture pastorale, il y avait Hérode qui était là. Or, on vient de dire à Hérode, Thisbé vient de lui dire, on a appris qu'un enfant venait de naître, un enfant mâle, et qu'il serait un roi très puissant. Un roi puissant, plus puissant que moi. Ah oui, bien plus que toi. Son règne sera immense, son domaine, son royaume sera sur toute la terre. Oh là 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 là, Hérode, ça ne lui a pas plu du tout. Eh bien, cherchez cet enfant et amenez-le. Il cherche, il ne trouve pas. Ils reviennent bredouilles. Comment? Vous ne les avez pas trouvés? Repartez, cherchez, envoyez des espions, etc., etc. Et on cherche de partout. Rien. Et à la troisième fois, Hérode, furieux, dit, puisque c'est comme ça, allez dans toutes les maisons et partout où il y aura un petit bébé enfant mâle, vous le tuerez. Sauf que quand même, il y a un bon ange qui est allé voir Jésus et Marie dans leur étable et qui leur a dit, vite, vite, sauvez-vous, sauvez-vous. Alors avec l'âne, ils sont partis. Ils ont marché comme ça, tant qu'ils ont pu, dans le désert. Et ils étaient fatigués, Marie n'en pouvait plus. Oh là là, Joseph, regarde là-bas, je crois qu'il y a quelque chose, on pourrait aller s'abriter, se mettre. Mais non, c'était un mirage. Puis Joseph, je vois de l'eau, puis je vois des arbres, on y va. Effectivement, il y avait un arbre qui poussait avec de belles feuilles vertes, un peu comme ceci, mais qui retombaient, avec de belles grappes de fruits. Alors ils se sont mis là, sur le tapis derrière, ils ont pu à manger. Et les soldats sont passés, ils ne les ont jamais vus. Et Marie, devant cet arbre si beau, s'est exclamée, oh! Et depuis, sur le noyau de la date, ce haut d'admiration de la Vierge s'est imprimé. Chaque fois que vous mangerez une, vous n'avez jamais vu? Non, alors il faut que je vérifie. Hein. Ah bien alors prenez une date, madame. Et voilà le haut de la Vierge. donc il ne faut jamais oublier la date qui est le fruit venant de Palestine, qui signifie ceci, dit-on, et qui prouve qu'on n'est jamais fermé, que la Provence est toujours ouverte aux autres. 1, 2, 3. Oui. Alors, là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a compté cela. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors je suis recalée, je n'ai pas su compter. Non. Combien m'aviez-vous dit au départ? 13, je crois. Et c'est parce que moi je suis plus ancienne que vous. Parce que cette fameuse tradition des 13 desserts, elle est jeune aussi, vous savez. Mais les traditions, dans le fond, on les crée tous les jours, certes. Elle date des années 1920, 1930, 25 à peu près, après-guerre. Et elle est marseillaise. Ah. Voilà. Seriez-vous marseillaise? Non. Ben, il faut voir aussi que c'est en fait signe d'abondance. C'est ce soir-là où on sort ce qu'on a de plus beau, qui est produit par la terre dans laquelle on vit, sauf l'élément venu d'ailleurs, mais qui est porteur de symboles et qui est aussi, il ne faut pas l'oublier, le visage de la Provence, terre de passage et terre d'accueil. Et l'important, c'était de mettre tout ce qu'on avait. Si on n'arrivait pas à 13, ben on en mettait 10. Voilà. Et si on en avait plus, c'était encore mieux. Alors Claudette, je crois que vous avez une date. Je voudrais que vous nous parliez du 20 décembre. Que se passe-t-il le samedi 20 décembre? Alors, le samedi 20 décembre, les Riguegnais de Luberon vont une fois de plus apporter à leur ville, à Pertuis, mais on rayonne sur les autres villages, rassurez-vous aussi quand même, justement cette présence d'un Noël traditionnel provençal.
non seulement pour les Provençaux installés depuis plusieurs générations, mais aussi pour faire connaître et permettre aux gens venus d'ailleurs de s'intégrer, de sentir qu'ils sont aussi dans une terre qui les accueille. Donc nous présenterons les traditions calendales. Par tradition, j'entends 3 éléments. Le premier, c'est la Picciotta pastorale d'Oliveira, que j'ai écrite, qui ne se joue qu'à Pertuis, presque que nous sommes les seuls à jouer, qui est absolument sans prétention, parce qu'au départ, je l'avais écrite pour mes élèves du collège, donc des cours de provençal du collège. Donc, elle est jouée au théâtre municipal de Pertuis. Elle est gratuite parce que nous tenons à offrir aux gens. C'est notre cadeau de Noël. Donc, vous venez à 16 h, enfin, elle commence à 16 h, on est quand même un petit peu avant. Oui. Et nous vous y invitons tous. En sortant en costume de scène, puisque nous sommes en costume traditionnel, nous allumons les flambeaux. Vous pouvez venir avec votre fanal, si vous voulez aussi, ou bien si on en a assez, on vous en prête aussi. Et nous allons parcourir les rues de Pertuis et nous allons chanter les chants de Noël traditionnels en provençal. Et notre petit périple nous amènera jusqu'à la Maison de la Culture et des Associations de la rue Résigny. Et là, le matin, nous aurons préparé une belle table calendale, la vraie cheminée, parce que là nous poserons vraiment le cacio-fiò, la crèche, et à la fin, bien, nous convions les personnes qui sont avec nous à goûter quelques desserts, voilà, et à boire un verre de vin. Eh bien écoutez, c'est super, on a hâte de vous retrouver le 20 décembre, merci. Nous partagerons. Alors, bon boudin, c'est ce qu'on dit en Provence. Merci. Et belli festa de calenda. Merci beaucoup.